Merci mesdames et messieurs de votre fidélité au programme de la chaîne sénégalaise, la LCS. Nouvelle émission, Écho. Écho reçoit Ahmed Khalifa Niasse. Bonsoir. Bonsoir. Homme politique, chef religieux, homme d'affaires, plusieurs casquettes. Tout à fait. Et côté politique, vous êtes à la tête d'un parti, oui. Le Front des Alliances Patriotiques. On entend rarement parler du parti. Qu'est-ce qu'il devient? Vous savez, le Sénégal, il est ce qu'il est. Hein, quand il y a autant de partis que le nombre de jours de l'année, alors ça crée une cacophonie silencieuse. Donc c'est une qualification un peu particulière. C'est pour dire qu'il y a trop de partis. Mais actuellement, il faut avouer que les partis sont atteints par une sorte de grippe. Comme ça arrive à l'homme d'être grippé, d'être là sans pouvoir bouger. C'est le cas aujourd'hui du Front patriotique. Y compris ceux qui sont au pouvoir. Même le parti au pouvoir, c'est même pire là-bas. Parce que les gens ils se prennent par le collet. Et vous voyez comment est-ce qu'ils se regardent en chien de faïence. Trop de partis politiques, ça suppose que c'est un secteur qui est à, disons, assainir. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut considérer que vous faites partie de ces gens-là, que vous appelez amuseurs publics? Non, les hommes politiques n'amusent pas du tout. Je vise par amuseurs publics. Donc les chanteurs, les danseurs, les lutteurs, ainsi de suite. C'est-à-dire que le pays traverse de graves problèmes et au lieu de s'atteler sérieusement à ces problèmes-là, on préfère s'amuser. Et ce qui a donc organisé ces amusements-là sont les amuseurs publics. Et côté religion, Dieu n'aime pas ça. Il sanctionne. Et vous appelez donc à un retour à Dieu. C'est vrai que vous êtes aussi homme religieux. Bon, alors, la situation du pays, vous dites que le pays traverse une situation assez difficile. Oui. Qui peut être responsable aujourd'hui de cette situation? Le régime, ceux qui ont dirigé avant? Non, il faut qu'on sorte de ce classisme. On dit bon, il y a une situation, c'est X qui est responsable, c'est Y, c'est le pouvoir, c'est l'opposition. C'est pas vrai, c'est nous tous. C'est nous tous, notre manière de vivre. C'est que le Sénégal est presque tombé en ruine sur le plan moral, culturel et d'autres, et qui ont engendré d'autres effondrements. Maintenant, il faut avoir le courage de la reconstitution, de la reconstruction. Il faut que nous mettons tous à reconstruire le Sénégal. Qui dit montée et multiplicité des périls, dit aussi un regroupement autour de celui qui est aujourd'hui à la tête du Sénégal. Ce n'est pas une fleur politique que j'envoie au président, ni un appel du pied. Quand il y a des problèmes, il faut se regrouper. Ce n'est pas le moment de se disperser et de tirer la couverture pour soi. C'est vrai que nous sommes tous responsables, comme vous le dites, mais dans un pays, le développement, il est quand même, la voie est montrée par ceux qui sont à la tête du pays. Et est-ce que vous voyez aujourd'hui ces gens-là sur cette voie? Non, c'est vrai que quand on est comme ça, le problème au Sénégal est que nous sommes dans une armée mexicaine. Il n'y a que des généraux, il n'y a pas de caporaux, il n'y a pas de troupes. Donc le problème est que quelle que soit la volonté du président, si on lui tire dessus partout et de partout, on est même en train de le distraire de l'essentiel. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche pouvoir et opposition de se donner une trêve pour que le pays puisse se sortir d'affaires?
Parce que des problèmes économiques, financiers et même sanitaires graves sont là. Est-ce qu'il faut tirer sur le président? Je dis non. Il faut peut-être qu'il y ait, notre parti s'appelle Alliance des Alliances patriotiques, donc en tant que front, nous voulons que ce front puisse s'élargir. Alors, vous appelez donc à une trêve entre pouvoir et opposition. C'est bien tout cela, mais je pense que c'est pas facile dans le contexte sénégalais d'observer une trêve quand, par exemple, des hommes politiques qui sont censés être des opposants sont en prison, sont arrêtés. Donc, en quelque sorte, je vais dire que est-ce que c'est pas le régime qui doit pousser à cette trêve? Bon, écoutez, c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à une personne une chose et son contraire. Si ceux qui peuvent, n'est-ce pas, ceux qui peuvent donc mettre la justice en branle ne font rien, ils sont accusés d'être complices, d'être eux-mêmes un peu tordus. Et s'ils font quelque chose, on dit qu'ils attisent le feu, qu'ils cherchent des problèmes aux autres. Il faut bien qu'on puisse faire quelque chose. Il faut que cette trêve-là peut aider, peut être l'avant-chambre, l'antichambre plutôt, d'une réconciliation nationale, qui peut être l'issue heureuse de tout ça. Je ne trahis d'ailleurs pas un secret si je dis que les grandes confréries dont nous sommes, les Niassènes, nous parlons avec les autres, les Tuaon et Touba et d'autres, pour pousser tous les politiques dans ce sens-là. Dans le sens d'une trêve. Dans le sens de retrouvailles, dans le sens de calmer le jeu, dans le sens de revenir au milieu. C'est comme, nous sommes comme les arbitres, c'était un ring de boxe. Vous savez, quand quelqu'un est dans les cordes, on arrête le combat. Oui, pour recentrer le jeu. C'est un peu ce que nous essayons de faire de ce côté-là avec la casquette maraboutique. Et est-ce que vous avez déjà pris contact avec certains partis? Non, ça c'est pas les partis, c'est les confréries. J'ai compris par là que les confréries veulent jouer ce rôle de médiation entre partis, entre pouvoir et opposition. Oui, mais sans que ça ne prenne la forme politique de pourparler, mais c'est-à-dire de prêcher dans le sens de dire en quelque sorte de lutter contre l'exagération. On accepte tout, mais modérément. Je vois. Alors, je reviens en fait sur cette question-là, comment ça s'appelle, trêve, qui, je crois, n'est pas possible, c'est mon avis, entre opposition et pouvoir, quand on sait qu'aujourd'hui, l'opposition la plus active peut-être, c'est le Parti démocratique sénégalais, et qui a pas mal de ses militants en prison. Oui, oui, mais de ce côté-là, la lutte a pris un caractère trop personnalisé de la chose. Un parti doit incarner le national et non pas l'individuel ou le familial. Même si l'individuel et le familial peuvent prospérer dans le national. Un combat de l'opposition doit être porté pour les problèmes que partagent tous les Sénégalais. Par exemple, ceux qui pataugent, ceux qui sont victimes de sécheresse ou semi-sécheresse, de famine ou de semi-famine, de problèmes sanitaires, de problèmes de développement. Il faut aussi aller dans ce sens-là. Mais dans une démocratie comme celle sénégalaise, c'est bien de porter ce combat-là, de lutter contre certaines lois qui les gens pensent être obsolètes. Le cas par exemple de l'offense au chef de l'État. L'offense au chef de l'État. Je crois que, vous savez, il y a un problème comportemental. C'est-à-dire, vous avez été à l'école avec des enfants, avec des gens de votre âge, plus ou moins, et puis il y a des sobriquets qui circulent.
par exemple, vous appelez quelqu'un souris ou chat ou je ne sais quoi. Bon, une fois qu'il est un grand patron ou qu'il est PDG de la société dans laquelle vous travaillez, vous avez tout tendance à dire est-ce que c'est pas un tel là qu'on appelle souris? Mais il faut passer sur ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un est chef de l'État, il ne faut pas le traiter comme avant. Il faut le traiter comme il est. Donc vous êtes pour le maintien de cette loi-là? Je dis, moi je suis républicain institutionnaliste. Sans les institutions, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des groupes, des familles et des gens, personne ne sait où il va. Moi je ne suis pas d'accord pour qu'on détruise les institutions. Et ça a toujours été comme ça. Vous savez pourquoi mes retrouvailles avec Wade après le régime de Diouf étaient faciles? Parce qu'il a parfaitement compris que moi, je ne renforçais pas Diouf la personne, mais Diouf l'institution, président de la République, qui une fois affaibli, nous suivons. C'est une branche sur laquelle nous sommes tous assis. On ne peut pas la couper. Et c'est idem. Aujourd'hui, moi je ne m'attaquerai jamais à l'institution qu'est le président de la République. Donc, il y a des moments où nous devrons, quel que soit le président, et je sais que beaucoup vont penser, et pensent déjà, ils sont libres de penser, que déjà j'appuie le régime. Non. C'est pas le cas? Non. Je n'appuie pas le régime. Vous dites que vous ne défendez pas le régime, mais je crois savoir qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez dans un projet de mise en place d'une coalition pour soutenir le chef de l'État. Oui, mais ça c'est pour plus loin, c'est pour 2017, parce que je ne vois pas sur la scène plus de 2 ou 3 personnes qui, à mon avis, peuvent être soutenues. Et dans ce trio de tête, il est certainement le mieux placé. Et qui sont... Oui, mais savez-vous qu'aujourd'hui, je ne m'en cache pas, si aujourd'hui il y avait une élection, s'il y a Wade, quelles que soient les personnes qui sont contre, je serai avec Wade. C'est mon premier choix. Et maintenant... Mais il ne fait pas partie de ce trio-là dont vous parlez. Si on a le droit d'avoir un premier choix, mais on a aussi le droit d'avoir un deuxième choix. Et le deuxième? Sauf que le deuxième devient le premier, en l'occurrence le président actuel. Parce que c'est une institution qui est fragilisée. C'est les fortes. Moi-même, je jetterai des pierres. Mais aujourd'hui, c'est une institution qui a besoin d'être renforcée. Et nous avec, et le pays avec. Donc je comprends par là que vous êtes pour le maintien de cette loi sur l'offense au chef de l'État, alors que récemment on a vu que votre frère a été frappé par la loi et on a vu que vous avez fait une sortie en sa faveur. Pas contre la loi, mais en tout cas en faveur de la libération de votre frère. Oui, ça c'est tout à fait normal. Je ne suis quand même pas un monstre au point de vouloir que mon frère soit emprisonné. Mais ça c'est la personne qui parle. Mais je ne peux pas mobiliser mon parti, mes amis, pour dire oui, mobilisez-vous pour mon frère. C'est ça la différence. Alors sur le cas de votre frère, je pense que ce qui est valable pour votre frère l'est aussi pour les autres, normalement. Oui, les autres aussi. Sur le plan personnel, oui, mais sur le plan institutionnel, non. Moi, je suis contre la mobilisation d'une institution pour servir une cause familiale ou personnelle, même si je comprends cela, même si moi-même je compatis. Et puis d'ailleurs, je me demande si le Sénégal n'aura pas à payer cher. Parce que savez-vous, dans les discussions... Payer cher concernant? Concernant, c'est la manière dont cette chose-là est menée. Parce qu'il est constant que l'institution judiciaire qui nous ressuscité et qui travaille actuellement sur ce dossier n'est peut-être pas conforme aux normes européennes de la justice. Or, tous les accords signés avec l'Europe, avec l'Union européenne, y compris les accords sur les PSE, sont basés sur le respect des droits de l'homme, normes européennes. Vous parlez là de la Cour de répression de la République. Par exemple, si par exemple demain des citoyens européens s'adressent
à la Cour pour qu'elle se prononce sur cette institution pour voir si elle répond aux normes ou non. Si elle ne répond pas aux normes, les personnes qu'ils jugent deviennent des otages. Et le Sénégal, le pays qui a violé les droits de l'homme, normes européennes, aura également violé les accords économiques, culturels, tout le reste. C'est un seul paquet. En clair, la CREI ne répond pas à ces règles-là. Je ne suis pas le juge européen qui doit le dire. Le juge européen doit le dire. Mais certains le pensent. Ce que je dis, ça véhicule une pensée. Jusqu'à présent, personne n'est encore allé devant la Cour européenne pour dire est-ce que cette institution est européennement est normée sur le plan européen. Parlons justement de cette cour-là. Est-ce que elle vous inquiète d'un point de vue personnel? Parce que vous avez été proche du pouvoir, Wade, vous êtes homme d'affaires. Vous savez, moi je ne parle pas à partir de position personnelle. Moi, c'est une constante. Je n'ai jamais géré et je ne gérerai jamais des fonds publics. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un mélange de genres. Moi, j'étais un simple contractuel pendant une période avec l'État. Savez-vous d'ailleurs, quand la vérificatrice générale avait dit que l'institution pour laquelle j'avais été nommé avait dépensé des milliers, j'ai dit publiquement que c'était un mensonge. C'est-à-dire le ministère de la Nouvelle Ville? C'est ça. J'ai dit que c'était un mensonge. Jusqu'à présent, je suis dans le vrai. Ça a été un mensonge. Je ne peux pas craindre de ce côté-là. Mais normalement... Non, je n'agis pas par crainte. Moi, je dis les choses telles que je les pense. Je peux me tromper. Moi, je dis, est-ce que on est norme européenne, on est anti-norme européenne. Si on est aucune norme européenne, le Sénégal n'aura pas de problème a posteriori. Si on n'est pas norme européenne, un jour le Sénégal peut payer très cher. C'est ça que j'ai dit. Sans tenir compte, sans calcul personnel. Alors j'aimerais bien avoir votre avis personnel là-dessus. Sur la CREI. Non. La CREI est un tribunal. Les gens qui travaillent dans cette institution sont des magistrats qui ont toujours travaillé avant qu'on réveille cette chose-là, innommable. Donc ils demeurent et après ça, une fois que ceci est terminé, ils vont retourner dans des institutions tout à fait normales. Donc eux, ils n'ont pas de problème, ils font le travail qu'ils font, c'est-à-dire ils disent la loi à partir de ce qui est écrit, à partir d'un code. Alors, vous êtes homme d'affaires, vous rencontrez normalement d'autres hommes d'affaires, étrangers surtout. On dit souvent qu'avec la CREI, il y a des gens qui ont peur d'investir au Sénégal. Est-ce que vous pouvez vous prononcer là-dessus? Est-ce que c'est le cas? Il y en a que ça rassure aussi. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, vous leur demandez aujourd'hui d'aller dans tel ou tel pays, ils vous disent non, parce que là-bas, il n'y a pas le droit. Les gens vous demandent des corruptions, il peut y avoir concussion, il y a des passe-droits, alors ils ne veulent pas y aller. Pourtant, c'est intéressant, il y a peut-être des diamants, il y a peut-être des choses qui les intéressent, mais ils n'y vont pas pour cette raison-là. Donc, si certains disent que ça peut décourager certains, mais moi je dis aussi, de l'autre côté, ça peut encourager d'autres. Donc vous en avez vu qui sont encouragés? J'en ai vu beaucoup qui disent qu'aujourd'hui, ils sont... Moi, je peux vous révéler une chose. Moi, le roi du Bahreïn, il m'a dit, nous sommes le siège de l'institution, des institutions financières islamiques. Nous avons des centaines de milliards et même des trillions de dollars à investir dans le monde, mais nous ne voulons pas aller dans la plupart des pays africains parce qu'il n'y a pas le droit, on ne lutte pas contre la corruption, et ainsi de suite, etc., etc. Donc moi je prends le côté positif de la chose.
Alors nous avons quelques minutes pour parler de cette question-là qui est dans toutes les têtes au Sénégal depuis qu'un jeune Guinéen est arrivé et qui était infecté du virus Ebola, qui heureusement est guéri aujourd'hui. Vous avez fait une sortie là-dessus. Vous avez appelé à ce que les personnes qui violent la frontière soient descendues, qu'on tire sur eux. C'est pas une incitation. Voilà, vous savez, un pays, c'est comme une maison. Oubliez le Sénégal. Est-ce que dans votre maison, si quelqu'un arrive, même si c'est votre frère, de même père et mère, et qu'il arrive porteur, vous savez qu'il a l'Ebola, et lui il sait qu'il a l'Ebola et que vous le savez, il vient de voir votre porte. Est-ce que vous allez dire, ouvrez à mon frère? C'est un Ebola qui est le bienvenu. Oui ou non? Je vous pose la question, bien que vous êtes le poseur. Absolument. Oui, mais une fois n'est pas coutume. Vous ne l'admettrez pas. Parce que certainement, la fraternité ne va pas jusqu'à ce que votre frère vienne tuer votre famille. Donc cette notion de risque, à partir du moment où c'est un pays, c'est pour cela qu'il y a un ministère de la Défense. Vous savez, la défense, c'est parce que vous croyez que ce ne sont pas que les militaires. Ceux qui s'occupent du côté sanitaire, tout ce qui peut menacer un pays, il y a une défense pour l'empêcher de pouvoir le faire. C'est qu'un porteur de Ebola n'est pas différent d'une armée qui vient avec une bombe atomique ou une bombe à laser ou une bombe à neutrons ou je ne sais encore quelle arme pour menacer les citoyens paisibles dans leur pays. Donc moi je voudrais qu'on ait une conception du Ebola comme étant une conception de nuisance qu'il faut empêcher de pénétrer et par tous les moyens. Nous devons faire une déclaration de guerre formelle contre le Ebola. C'est que le fait de formaliser cette formation de guerre va permettre au ministère de la Défense, avec la santé, les services d'hygiène et tous les autres corps concernés, maintenant d'être mobilisés au front, c'est-à-dire le long de la frontière d'où cet Ebola peut venir. Avec la porosité des frontières, est-ce que justement le Sénégal a les moyens de contrôler? En temps de paix, la porosité, c'est rien du tout. Mais pourquoi tout le monde ferme sa porte la nuit et la laisse ouverte le jour? Parce que le jour, on dit qu'il n'y a pas de menace, mais la nuit, dès que quelqu'un s'approche de la porte, on prend des dispositions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la porosité des frontières, en temps de paix, d'ailleurs, en temps de paix, ces frontières-là n'existent pas parce que nous sommes en CEDEAO. C'est que nous sommes dans un pays ouvert parce qu'il y a des unités douanières communes et tout et tout. Il y a beaucoup de choses en commun. Nous avons la même monnaie, la même économie et tout et tout. Donc, le problème ne se pose pas par rapport à la porosité des frontières, mais par rapport à l'arrivée d'une menace qui peut consumer jusqu'au tiers de la population. Si aujourd'hui nous sommes 5 millions et qu'aucune disposition n'est prise, telle qu'elle a été faite par la brave maire Eva Marie Coll Seck, moi d'ailleurs j'en profite pour demander que les médias et l'État la proposent pour le prix Nobel de médecine. Parce que habituellement, le prix Nobel de médecine, c'est pour la recherche fondamentale. Oui. Mais elle a fait de la recherche application qui touche également le fondamental. Elle a démontré, en tant que spécialiste des maladies infectieuses, qu'une maladie infectieuse, c'est-à-dire qu'en renforçant l'organisme, on affaiblit le virus, et le virus a en temps de vie un cycle, son cycle fini, il sort du corps, et le corps il est sans virus. Et elle l'a démontré noir sur blanc. Cela mérite prix Nobel de la paix parce qu'elle a permis à la... Parce que ce Ebola aurait pu... Si ce n'est pas une première, hein, cas de guérison du virus Ebola. Les guérisons sont multiples, mais celle qui est due, c'est celle-là qui est due
Parce qu'ailleurs, les guérisons, on a pris ce ZPAM là. Même pas ZMAP. Non, c'est ça. Avec ça, on a guéri aux États-Unis le médecin et l'infirmière. Bien avant les États-Unis, il y a eu plusieurs cas. En Guinée, par exemple. Où il y a des gens qui guérissent naturellement. Il y a des gens qui guérissent naturellement. Alors, une dernière question qu'on peut aborder vite fait pour terminer, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. C'est ce marché de véhicules qui a été accordé à TSE. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, vous avez parlé d'une société avec laquelle beaucoup ont des problèmes, surtout dans le monde rural. Parce que moi, il y a des cas que je connais, que j'essaie de gérer. Par exemple, l'État dit de donner des machines, par exemple, que ce soit des moulins à mil ou des machines pour triturer l'huile ou d'autres. Mais TSE fournit des marchés, empoche l'argent. Les machines ne marchent jamais. Et si vous aviez aujourd'hui un reporter, je vais vous donner des gens, vous allez avec eux en brousse, vous allez trouver des machines neuves dans leur carton qui n'ont jamais marché parce qu'il manque une vis, un petit accessoire de rien du tout, mais sans lequel la machine ne marche jamais. Donc, eux, ils ont encaissé l'argent. Et la machine est là, on n'avait pas d'interlocuteur. Vous allez là-bas, on dit le patron n'est pas là. S'il n'est pas là, personne n'est responsable. Or, vous ne pouvez pas le voir. C'est un problème. Parce que les deniers de l'État sont déjà engagés. Ils ont été payés pour une marchandise qui représente ce vice. Et moi, j'aimerais bien le voir, parce que c'est un ami, je le vois de temps en temps, pour lui dire qu'il ne devrait pas accepter quand même de mettre dans le ventre de ses enfants de l'argent qui est payé pour des paysans qui ne sont jamais satisfaits, qui ont des machines mais qui ne marchent jamais. Si c'est là ce qu'on a voulu éviter avec les voitures, les véhicules, parce qu'il ne peut pas entretenir les véhicules, comme de l'autre côté, il ne peut pas entretenir ou faire marcher les machines, je crois que ces marchés-là sont à revoir. Vous croyez donc qu'il ne doit pas gagner ce marché-là et beaucoup d'autres marchés? Si c'est la crainte est la même, oui. Mais je ne suis pas contre ni la personne, ni la TSE. Mais je suis contre les pratiques qui ne doivent pas exister. C'est à la fin de cette émission. Un dernier mot, un dernier message? Je vous souhaite de mieux évoluer dans votre travail. Merci beaucoup. Et nous vous remercions donc d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, qui suivez cette émission ECHO. On se donne rendez-vous lundi prochain avec un autre invité. Merci.